N'oubliez pas que vous êtes dans l'autre vérité. Il y a des secrets, Dites-nous que... mais qui n'ont pas été exécutés. Vous avez assisté à des élections qui ont été tronquées, qui ont été manipulées, non, mais non, et votre devoir de réserve vous interdit de... Des élections où on m'a sollicité pour des choses auxquelles j'ai dit niet, et je ne le ferai jamais. Parce que c'est mon métier. Et mon métier, je l'ai appris pas avec l'aide des politiciens. Je l'ai appris avec l'aide de mes parents. Tout à l'heure, quand donc, je vous ai présenté, ne m'amuse pas Monsieur Ganaï, vous avez quand même œuvré sur pas mal de théâtres d'opération, si je peux m'exprimer ainsi, Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, etc. Diriez-vous que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans ces pays? Le constat pour moi, c'est la non-compétence des utilisateurs et l'avidité des Africains qui sont dans les commissions électorales, qui trouvent là peut-être l'occasion unique de se faire de l'argent. Mais est-ce que les commissions électorales, ce n'est pas finalement le prix à payer quelque part pour, d'une part, garantir l'organisation des scrutins, alors indépendamment de l'issue, hein, ça c'est un autre problème, mais est-ce que ce n'est pas un des préalables? Je pense que c'est le contraire. C'est le contraire. Commission électorale, c'est la fausse bonne idée. Parce que ce n'est pas la garantie d'avoir une élection transparente. Vous pouvez organiser une élection transparente avec les structures de l'État. Ce qui manque, c'est la confiance, la plupart du temps. Mais si vous avez ce que j'appelais tout à l'heure le processus inclusif, si une administration, le ministère de l'Intérieur d'un pays donné, travaille de manière transparente en associant l'opposition à tout le processus d'élaboration de la liste électorale, toutes les étapes. Et si vous associez la société civile, parce que la société civile demeure le parent pauvre des processus de démocratisation africaine, ils sont tenus loin de tout le processus. Quand ils demandent à être associés, on leur dit non, vous n'avez rien à voir dans ces affaires-là. On vous fera signe quand on a besoin de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de transparence. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien organiser une élection avec toutes les parties prenantes associées et faire l'économie d'une commission électorale. Mais c'est ce que la création d'un cadre s'avère indispensable. Non, mais le cadre il existe. Le cadre, d'abord, c'est l'État. Il faut qu'il y ait une confiance en l'État. Mais si cette confiance n'existe pas, le jour où cette confiance en l'État sera restaurée, on aura franchi un cap extraordinaire et essentiel. C'est qu'il faudrait arriver un jour, on va certainement y arriver, c'est un parcours, hein, à une banalisation des élections en Afrique, c'est-à-dire à une restauration de la confiance dans l'État. Et ce jour-là, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'observateurs pour des élections et qu'on n'aura plus besoin de commissions électorales parce que l'État garantira simplement par ses moyens et par son expertise et par ses structures sa capacité à organiser des élections. Aujourd'hui, nous en sommes encore, je le disais, à l'ère du soupçon. C'est pour cela qu'on transfère à d'autres organismes, qui sont des organismes forcément transitoires, ce rôle-là et cette capacité supposée d'organiser des élections en Afrique. Mais c'est une transition. Il y a des pays où il y a, pour le coup, des commissions électorales et où ça s'est passé normalement. Par exemple, le Ghana. C'est un peu comme les lois. Hein. Tout dépend de ce que les hommes en font. Finalement, on peut avoir des commissions électorales qui fonctionnent correctement dès lors qu'il n'y a pas intention délibérée de ces commissions électorales ou intention délibérée de certains acteurs politiques à détourner le processus électoral à des fins non avouables. Il avertit. Bon, on parle de ces commissions uniquement en Afrique, mais en fait, ça existe ailleurs. Et si on prend par exemple, je crois, je ne suis pas vraiment un expert, excusez-moi, mais le Canada, je crois qu'au sein des commissions électorales, ce sont des gens qui ont un mandat dans le temps, qui sont assermentés et qui sont en dehors de tout enjeu. Ils sont apolitiques, ils sont tous apolitiques. Voilà, ils sont en dehors de tout. Et justement pour que la meilleure preuve, le fait d'être assermenté et d'avoir un mandat, je dirais, extrême au niveau de la durée, les met un petit peu en dehors de toute pression. Je voudrais citer deux exemples. Moi, quand j'étais observateur à Madagascar, enfin moi j'étais plutôt du côté de Toamazine, enfin l'ancienne Tamatave, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que dans tous les bureaux, et je suis quand même de ceux qui pensent que les élections peuvent se truquer avant qu'on soit à la phase des bureaux, au moment de l'établissement des listes, mais dans les bureaux, et ayant aussi également participé à la confection des listes, vous aviez une structure malgache qui était la CNOE à l'époque. Et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils ont été beaucoup plus que nous-mêmes venant
de 12 000 km la garantie du sérieux du scrutin, parce que dans les bureaux, ils étaient vraiment présents. Nous, la gestion était informatisée ou pas de ce scrutin? Non, à cette époque-là, elle l'était à l'ancienne. C'était Monsieur Aganaï. L'informatique, comme on croit que c'est une boîte noire dans laquelle on fait du tripatouillage. Non. Aujourd'hui, ce que moi j'implémente et que je recommande fortement, c'est des systèmes ouverts. C'est des systèmes basés sur ce qu'on appelle des logiciels libres, où n'importe qui peut accéder au code source pour voir ce qui a été écrit, pour voir si 1 + 1 fait vraiment 2, ou si quelque part il y a une routine. C'est pas infaillible. Les systèmes ne sont pas infaillibles, mais il faut toujours... L'avantage des technologies qui amènent au renforcement de la confiance, c'est parce que ça permet une certaine traçabilité. Vous ne pourrez pas accéder à un système informatique sans laisser des empreintes, sans laisser des traces. On sait qui a accédé, à quelle heure, qu'est-ce qu'il a fait comme activité. Donc, c'est des systèmes traçables qui permettent de vérifier. D'avoir la volonté de vérifier, de laisser d'autres que soi vérifier ce qui a été fait à un moment donné. Et dans certains scrutins, on a bien vu que ce n'est pas possible. Et là, vous avez raison, c'est que quand on organise des élections au Cap-Vert, par exemple, ou au Botswana, il n'y a pas de contentieux post-électoraux, c'est la même technologie qui est au service de ces élections-là. Pourtant, ça fonctionne très bien. Finalement, je pense que le fond du problème, on en revient à la question, je dirais, de la moralisation de cet espace politique dans un certain nombre de pays. Je pense qu'il faut en appeler, je pense, à une révolution culturelle, mentale, littéralement. Et quand on entend dire en Afrique cette phrase terrible, on n'organise pas des élections soi-même pour les perdre. C'est ce qu'on entend souvent dire. Et c'est entré dans les mœurs. Et même quand il est arrivé que certains chefs d'État en exercice, président sortant, perdent des élections. Je vois le cas, par exemple, au Bénin, où le président Soglo, en 1996, a perdu les élections en tant que président sortant. Jusqu'à ce jour, certains lui disent encore, lors de ses voyages, mais comment tu as pu organiser des élections et les perdre? Je crois que nous avons besoin d'une révolution culturelle. Ce ne sont pas simplement les hommes politiques, ou les chefs d'État, ou les présidents sortants qui organisent la fraude en tant que telle. Je pense qu'il y a un environnement, et là je rejoins effectivement mon ami Aganaï, il y a un environnement qui participe globalement d'un état d'esprit qui amène, effectivement, qui conforte l'idée que quand on organise des élections en tant que président sortant, les jeux ne sont pas forcément ouverts, et que forcément, même quand un président sortant gagne les élections à la régulière, parce que cela existe, à l'arrivée on aura un contentieux post-électoral, on aura forcément le soupçon et les opposants seront au taquet pour contester ces élections-là. C'est une question globale, je pense, de révolution culturelle. Je souscris à ce que vient de dire Francis Laloupeau, mais moi je voudrais souligner le côté pernicieux de ce phénomène de mode auquel on assiste et qui voudrait nous faire croire que la multiplication des outils technologiques va renforcer la transparence des processus électoraux. C'est le coût financier. On a assisté sur uniquement les 10 dernières années, les 10-12 dernières années, à une augmentation exponentielle des dépenses liées à l'organisation des scrutins. Un exemple, Francis parlait du Bénin. En 1996, la fameuse élection qui a vu la défaite du président sortant, Nicéphore Soglo, ça a coûté un peu moins de 4 millions de dollars, l'organisation de ce scrutin. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit que ça a été un scrutin mal organisé. Organisé par un pouvoir et qui s'est soldé par la défaite du président sortant. 10 ans plus tard, en 2006, on était passé à 25 millions de dollars. On est passé de 3,5 millions à 25 millions de dollars. Le corps électoral change. Et, oui, mais enfin, le corps électoral change, ce n'est pas l'enrôlement d'électeurs supplémentaires qui vont justifier ça. Dans certains pays, en 2006, les élections en République démocratique du Congo, qui n'ont pas été un modèle de transparence, ont coûté pratiquement 500 millions de dollars. Alors on me dira qu'effectivement, les dimensions géographiques, etc. Mais tout ça, en fait, en creux, ça commence à poser un problème qui est lié à la souveraineté des États africains. C'est-à-dire que quand vous augmentez les dépenses de façon exponentielle, vous contraignez des pays qui n'ont pas des budgets élastiques à dépendre de l'extérieur pour financer ce qui est le cœur de la souveraineté, la désignation de ses représentants. Vous pensez que ça a un impact sur les résultats éventuels? D'autres conséquences politiques, parce qu'en plus de ce que vient de dire Frédéric, cela entraîne aussi une perversion du système démocratique. Par exemple, certains États aujourd'hui vous disent « nous allons modifier la Constitution, organiser des élections non plus à 2 tours, mais à un seul tour, parce que ça revient moins cher ». Ce qui n'est pas prouvé. Monsieur Guy Laberty. Je pense que
Bon, j'évoquais tout à l'heure le cas de la SAGEM, mais plus de 200 millions d'euros. Hein, ça commence à être quand même une belle somme pour un pays qui n'est pas aussi immense, 300 000 km², 330 000 km². Donc il y a la dimension de la souveraineté que vous posez à juste raison, et il y a aussi l'organisation du pouvoir en Afrique. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez tout. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez rien. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les oppositions, même si elles ont formellement des statuts, en fait, sont écartées de la réalité de toutes les décisions. Et ça va même plus loin. Ça va même dans le marché économique. Si on soupçonne un entrepreneur d'être plutôt lié à l'opposition, immédiatement, il n'a plus aucun marché public. Donc c'est terrible en Afrique. Et c'est pour ça que la lutte est aussi âpre et que on appelle au secours la technologie venue d'ailleurs pour, en quelque sorte, accréditer ce qui est le rapt du pouvoir un petit peu ad vitam aeternam. Moi, je pense que je ne comprends pas. Si je prends par exemple le cas de la République centrafricaine, vous avez des candidats qui en 2005 font 36%, et puis 5 ans plus tard, parce qu'on s'est un peu mieux débrouillé, les mêmes ont 6%. C'est quand même assez remarquable. Et il est évident que l'argument de dire on va faire des élections à un tour parce que ça revient moins cher, on sait très bien que c'est le scrutin le plus injuste et que au niveau des présidentielles, bon, c'était le cas au Cameroun, le président sortant a été évidemment battu en 1992, mais depuis, il ne cesse d'augmenter ses scores de façon exponentielle, alors que la rue est de plus en plus mécontente. Alors, nous, paraît-il, qui avons des esprits cartésiens, je m'étonne que les plus hautes autorités, par exemple de la France, ne soient pas sensibles à ces arguments de bon sens que je viens de poser. Monsieur Aganaï, avec le recul et au-delà du coût, etc., est-ce que finalement, cette technologie électorale, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à la réalité du terrain et pour faire simple, au contexte africain? Tout dépend du niveau de la technologie que vous voulez utiliser. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont même en avance en Afrique. Hein, si vous prenez l'utilisation des téléphones portables pour des applications simples, hein, comme payer avec la monnaie, ce qu'on appelle le mobile money, c'est l'Afrique qui est en tête dans l'utilisation de cette technologie. Et moi, je me souviens qu'en 1997, au Mali, j'avais été le premier à utiliser l'Internet au monde pour centraliser les résultats d'une élection compte tenu de l'immensité du territoire. Elles ne sont pas mauvaises. C'est les choix qui sont faits souvent au dernier moment, qui sont faits par des noyaux au sein des commissions électorales, et qui créent les problèmes de l'utilisation des technologies. Le cas de la Côte d'Ivoire, et Dieu m'en est témoin, j'ai failli laisser la vie pour avoir contesté la manière dont l'appel d'offres a été organisé en Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt des Ivoiriens, mais ce sont mes propres frères ivoiriens qui m'ont le plus combattu. Tout dernièrement, j'étais dans un pays que je ne citerai pas, où le matériel utilisé pour faire la biométrie date d'1 an. Il a été acheté à un prix multiplié par 5 fois sa valeur. Et au bout d'1 an, on dit, ça n'a pas fonctionné, il faut qu'on change. Je dis, mais quand même, à un moment donné, c'est les populations. Prenez cet argent, distribuez. Dans un autre pays où j'ai refusé la biométrie, et j'ai failli me faire lyncher, en disant, vous n'avez pas besoin de la biométrie parce que ce n'est pas adapté à votre pays. La réponse, et ça c'est les forces de l'opposition, Afrique centrale, ils m'ont dit, ah mais monsieur, nous sommes un pays pétrolier, ce qui a été fait en RDC, pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? Et qu'est-ce que vous nous racontez? Et lorsque, finalement, au bout de plusieurs semaines de discussion, nous sommes arrivés à utiliser un BIC et des registres pour faire l'enregistrement des électeurs, dans la plupart des endroits de ce pays, il n'y avait même pas de table et une chaise. Et je dis, mais et vous voulez un engin sophistiqué. Qui profiterait? Alors, qui profite? Ceux qui fabriquent les technologies, bien entendu. D'accord, donc ce sont des marchés juteux. Très juteux. Elles se précipitent. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a tout à l'intérieur.
Hein, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on a une opération qui devait être très simple, qui devait être menée en 90 jours, qui a fait l'objet d'une négociation où le budget est passé de 40 à 80 milliards. Et puis finalement, en fait, de 90 jours, ça a duré 1 an et demi finalement pour faire l'enrôlement. L'enrôlement qui a été fait grâce à tous les outils technologiques possibles et imaginables, la biométrie, les empreintes, etc. Vous vous apercevez qu'on a mal orthographié une grande partie des noms, le nom de famille est devenu le prénom. Quel croisement vous voulez faire après avec un enrôlement qui est fait dans ces conditions, où vous avez des gens qui ne correspondent plus à rien, parce qu'ils sont peut-être sur le registre de la sécurité sociale, mais avec un nom orthographié correctement. Et on a dépensé des milliards et des milliards en pure perte pour se retrouver avec un processus complètement paralysé et avec des accusations de fraude. Et encore une fois, avec un processus qui n'a pas été piloté par le pouvoir sortant. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a organisé le scrutin, c'est son opposition, par l'intermédiaire de la commission dite indépendante, qui était en majorité aux mains de partis d'opposition. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le remède miracle. Tout à l'heure, dans l'extrait que vous nous avez montré, on a vu quoi? On a vu une dizaine d'enfants de moins de 10 ou 12 ans et qui ont tous une carte d'identité avec empreinte, donc la biométrie. Donc aujourd'hui, on voudrait nous dire qu'avec la biométrie, on est sûr d'avoir des élections claires et transparentes. Donc on a bien compris. De toute façon, il y a une inadéquation apparente, en tout cas visible, entre d'une part les ressources des pays concernés et la débauche de moyens qui sont mis en œuvre. On peut aussi relever le fait, malheureusement, qu'il y a des sociétés, souvent à l'extérieur, donc à l'étranger, qui tirent profit de ces marchés-là et qui, d'une certaine manière, ont la possibilité, de manière tout à fait indirecte, d'influer sur le résultat final du scrutin. Alors, comment sortir de cette situation? Parce qu'on a l'impression de tourner en rond, c'est un cercle vicieux. Monsieur Guy-Laberty, est-ce que vous pensez que la technologie électorale, indépendamment de ce qu'on peut lui trouver comme qualité ou comme défaut, reste quand même un mal nécessaire? Maintenant, je dois dire que plus j'ai vu de choses, et je souscris à la description de M. Dors de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et tout ça pour finir par un litige électoral. Et la guerre, et les bombardements par la France de la résidence du président sortant. Moi, vous savez, j'ai fait pas mal d'élections en France, et j'ai été aussi candidat en France, et même dans des villes où il y a eu des fraudes. Donc je sais à peu près comment ça se passe. Mais si je reviens à la Côte d'Ivoire, je comprends mal que quand on a un scrutin, sur 83% de l'électorat, on a un candidat qui a 7,5 points d'avance et que sur les 17% de l'électorat qui reste, il va se retrouver avec 8,4 points de retard. Je ne sais pas comment quelqu'un qui est habitué à un processus électoral normal peut accepter cela. Il y a manifestement eu fraude dans une partie du pays. Ceci dit, c'est cette fameuse commission électorale dont les résultats ont été en quelque sorte enregistrés. Et je rappelle même aux journalistes qui disaient qu'elle était paritaire, qu'elle était en fait aux 2/3 entre les mains de l'opposition. C'est hallucinant, c'était un cas historique. C'était peut-être le seul cas en Afrique où le pouvoir sortant ne contrôlait pas la commission électorale. Mais les membres de la commission électorale en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, en fait représentent des forces politiques. Mais oui, mais c'est d'ailleurs, je pense, moi je pense que les partis... Ça fait l'objet d'un consensus. On connaissait déjà la composition dès le départ. Oui, c'est la France qui l'a imposé avec les accords de Marcoussis. Il y a eu la volonté de la France qui était derrière au moment de la signature des accords de l'INAS-Marcoussis. C'était déjà d'écarter un président sortant, et ceci dès 2002. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a eu quand même la prise en main, je veux dire, du dossier ivoirien par les Africains eux-mêmes. Notamment, je citais Accra 1, Accra 2, Accra 3, Ouagadougou, l'Union africaine, la CEDEAO, des acteurs africains. Bien sûr, mais malgré tout, à l'arrivée, dans la commission électorale, sur les 31 membres, je suis désolé, les 2/3 se réclament de l'opposition. Et ça, si vous voulez, c'était l'empreinte de Marcoussis, qui était un accord honteux imposé par la France, non pas à un État qui n'était même pas présent, mais à des partis politiques. Monsieur Aganaï, un modèle alternatif est-il possible? Ce que je disais au début, il faut une commission, une administration qui organise les élections, elle doit être professionnelle, composée de gens qui doivent avoir des compétences avérées dans l'utilisation des technologies, s'il y en a.
Les technologies, ce n'est pas seulement l'informatique, hein. Il y a la chimie, hein, avec l'encre indélébile, il y a les sprays, il y a l'impression des bulletins de vote. Tout ça, c'est des éléments technologiques que forcément nous ne maîtrisons pas tous. Ensuite, il faut peut-être redonner l'identification des citoyens à l'État. C'est le rôle de l'État d'identifier ses citoyens. C'est à l'État de mettre en œuvre toutes les technologies que l'on voit d'élaboration des listes électorales avec la biométrie. C'est à l'État de gérer. Moi, je pense que fondamentalement, il faut revenir à l'établissement de l'état civil. Là, les fonds publics que l'on a dans le cadre de l'engagement public au développement, parce que j'aime pas le terme d'aide, justement, doivent être consacrés à ces états civils, mais ce sont, je dirais, les gens du pays eux-mêmes qui organisent la façon dont ils vont faire cet état civil. C'est ça qui est important. Depuis 20 ans, on vit une sorte de folie, c'est-à-dire on introduit les technologies les plus pointues, même plus pointues que sur les autres continents, par rapport à des états civils, je dirais, vagabonds, et je pense qu'il faut en revenir tout simplement à cela. Après, on pourra... Il y a une explication à ça. Oui. Hein. Oui. Il y a une explication qui est très pernicieuse que beaucoup d'États n'ont pas perçue. Pourquoi est-ce qu'on va faire la biométrie en Afrique? Pourquoi on prend les 10 doigts des Africains? C'est un phénomène de mode, peut-être. Non. Pourquoi on prend les 10 doigts des Africains? Sur d'autres continents, on ne prend jamais 10 doigts. Pourquoi on prend les 10 doigts des Africains? Pourquoi on prend leurs photos? Mais pour être conforme aux standards et internationaux. sur des bases de données que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas. Francis Laloupo. C'est exporté après. Et c'est pour la lutte contre l'immigration. Je crois qu'on touche là quand même le fond de la question. C'est-à-dire à quoi servent les élections aujourd'hui dans la plupart des pays africains? Je ne dis pas en Afrique, parce qu'il y a des endroits en Afrique quand même où le train des élections arrive sont à l'heure. nécessaires, mais en tout cas, au niveau de l'apport... À quoi servent les élections électorales. Et surtout, à qui cela profite? À qui cela profite? Alors, moi, je ne vais pas accuser massivement une organisation invisible extérieure, les Nations Unies ou les marchands de technologies électorales qui auraient comme ça une sorte, je dirais, de plan, de programme pour piller les fonds en Afrique. Je pense qu'il y a le principe de l'offre et de la demande. Cette technologie, aujourd'hui, est demandée, intervient en Afrique parce qu'il y a une demande africaine. Maintenant, on revient à la question de savoir, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on prend 10 doigts des Africains, par exemple, au lieu qu'on prenne juste une empreinte, il y a effectivement, je dirais, il y a un détournement des vertus primaires d'une élection. Et d'autre part... Quand vous dites détournement, vertu primaire, expliquez-nous un peu. Une élection, ça sert à élire, simplement, oui, tout à fait. des candidats. Vous pensez qu'il y a des buts détournés? Guy Laberty l'a dit très clairement à l'instant, c'est-à-dire que ça sert effectivement d'autres officines, notamment en ce qui concerne l'obtention des visas pour les Africains. Allez, dans l'absurde, du fichage. Le contrôle de l'immigration, ça s'appelle du fichage. Tout à fait. En tout cas, tout ça s'appelle du fichage. Ça s'appelle du fichage. Donc, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Ça fait froid dans le dos. Et puis, ça veut dire simplement qu'une fois de plus, le processus électoral et démocratique en Afrique est détourné pour des besoins qui échappent à la souveraineté. Ça veut dire que les pays africains n'ont pas la maîtrise de leur processus électoral. C'est extrêmement grave. À mes égards, ils n'ont pas la maîtrise de leur destin. Frédéric Dox. En fait, si on regarde, évidemment, tout n'est pas négatif. Et il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. Même quand on parle de moralisation, et quand on dit que, bon, effectivement, les commissions électorales ou même certains acteurs politiques ont des visées de détournement des élections, de fraude électorale, de manipulation des urnes, je pense qu'il y a, quand je parle du principe de l'offre et de la demande, c'est le même principe que pour la corruption. Il y a des corrupteurs et des corrompus. Je pense que s'il y a cet usage de la technologie électorale en Afrique aux fins que nous déplorons aujourd'hui, c'est parce que de l'intérieur de l'Afrique, il y a la demande de détournement des élections, il y a la demande de manipulation des urnes, il y a, je dirais même, une demande d'organisation de contentieux électoraux. Parce que, est-ce qu'il est normal, par exemple, que... Dans quel intérêt, finalement? Écoutez, les intérêts sont souvent au bout du résultat. C'est-à-dire que, généralement, soit c'est pour maintenir des régimes qui sont restés jusqu'à présent inamovibles, et pour pérenniser également, je dirais, la rentabilisation
de cette fameuse technologie électorale et de ces nouveaux métiers induits par le processus de démocratisation en Afrique? Est-ce qu'il est normal, par exemple, que... ne crée pas d'emploi. En tout cas, je n'ai pas d'exemple concret. Ça crée beaucoup d'argent. Oui, ça crée... Non, mais les emplois, est-ce que les emplois pérennes sont créés? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Il faut se baser sur des exemples réussis, même si ce sont des réussites imparfaites. Donc il y a deux pays qui ont une histoire différente, qui ont un passé différent et qui ont vécu une décolonisation, enfin une histoire post-coloniale différente et qui ont des modes de fonctionnement assez différents de ceux qu'on connaît en Afrique francophone au sud du Sahara. Et on s'aperçoit que l'État et les représentants de l'État ont plus qu'ailleurs une vision claire de ce qu'ils veulent faire, notamment en termes d'identification de leur population, de constitution de registres d'état civil. Ils utilisent les technologies électorales, mais sur la base d'objectifs qu'ils ont eux-mêmes définis. Et ils ont réussi à avoir des organes de gestion des élections qui sont parmi les moins coûteux sur le continent africain. On l'a compris. Oui, une dernière chose, oui. Avant la conclusion. Oui. Signalé M. Laloupeau, je ne comprends pas pourquoi les listes électorales ne sont pas ouvertes 3 ou 4 mois chaque année pour qu'elles soient mises à jour et publiées, ce qui rend effectivement le contrôle par tous les citoyens et la société civile. Voilà. Or, aucun pays ne le fait. C'est 6 mois avant qu'on dit « Ah, mais ça va être très dur de faire une liste électorale ». Mais on l'aura bien compris. L'organisation des élections dans les pays africains, indépendamment de la technologie électorale, reste un problème parfois difficile à gérer, très compliqué même, compte tenu des gigantesques défis. Tout au long de ce débat, nous avons pu observer que la morale, finalement, revenait assez souvent. Moraliser, c'est-à-dire faire en sorte que tous les acteurs puissent accepter de jouer le jeu en respectant les règles les plus élémentaires. Deuxième chose, nous avons pu constater aussi qu'il y avait une inadéquation entre les ressources du pays qui organise les élections et le défi matériel et autres inhérents à cette organisation. Nous avons également constaté que les commissions électorales, qu'elles soient nationales ou indépendantes, ne jouaient pas toujours leur rôle compte tenu du fait qu'elles étaient dès le départ minées par des querelles et par des divisions. La question reste ouverte puisqu'il y a bon nombre de réponses qui méritent d'être apportées à un problème qui concerne tous les Africains. Notre vœu serait qu'à l'avenir, chaque pays puisse effectivement prendre la mesure des défis qui les attendent et faire en sorte que les élections ne soient pas toujours un rendez-vous manqué et fassent l'objet du plus large consensus. J'aimerais remercier, si vous le voulez bien, nos invités qui ont accepté de nous éclairer grâce à leur inestimable contribution. M. Guy Laberty, M. Francis Laloupeau, M. Frédéric Dors et M. Clément Aganaï. Je voudrais également vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous avez l'opportunité de nous faire parvenir vos multiples réactions en nous écrivant sur notre adresse mail débat@l'autrevérité.com. À la prochaine. Ok, yes. Bonsoir à tous. Okay. Celle-là, c'est pour mon peuple. Yeah. Paraît que je suis africain, paraît que je viens de loin, paraît que mes ancêtres n'ont pas su gérer leurs biens, paraît qu'on était riches, forts, qu'on était frais, mais pour le commerce triangulaire, en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas fait pour cultiver leur coton, on l'était encore moins pour dealer avec le colon. L'Afrique connut la politique, connut l'indépendance, l'Europe nous a libérés, mais en laissant une dépendance. Bienvenue dans l'ère des fameux présidents d'Afrique, Afrique soi-disant intègre, mais où tout a un prix. Le véritable ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On veut tous sauver l'Afrique, mais sauvons d'abord l'Africain. Africa.